Aujourd'hui, on va parler un peu du prototype. La conception, comment je m'organise, comment je fais ça, pourquoi j'ai pas de plan de base. Je vais vous expliquer tout ça. Bonjour à tous et bienvenue sur Madforge Motor. Alors, comment je fais pour réaliser mon projet? Alors, on va commencer par le début. Dans un premier temps, pour commencer un projet, évidemment, il faut connaître l'objectif. Donc, qu'est-ce qu'on veut? Alors, moi, ce que je voulais, c'était absolument une voiture avec moteur centré arrière. Très important. Je voulais absolument ça pour une répartition des masses. J'en parlerai tout à l'heure. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut? Parce que c'est bien d'avoir l'objectif. Maintenant, il faut la taille. Du coup, quelle dimension on fait? Est-ce qu'on fait plutôt un prototype? Enfin, moi, ce que je veux faire exactement, un prototype plutôt de taille à l'échelle réelle, de taille 1/5, parce qu'évidemment, on peut créer des prototypes pour voitures télécommandées, ce genre de trucs, on peut tout créer, tout ce qu'on veut. Donc, évidemment, il nous faut l'échelle. Une fois qu'on a l'échelle, il nous faut une adaptation. Donc, qu'est-ce qu'on veut réellement? Est-ce qu'on veut adapter une carrosserie sur un châssis qu'on construit complètement, ou est-ce qu'on veut créer une carrosserie complètement sur un châssis qui existe déjà? Voilà. Ça fait partie de l'objectif. Une fois qu'on a notre objectif, il y a deux façons de voir les choses. Ici, c'est très important. Il y a deux façons de voir les choses. Il y en a, il va leur falloir absolument un plan. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Il y en a, il va leur falloir un plan. Il va falloir que telle chose fasse telle dimension, tel machin, tel ci, tel ça. Voilà. Il va falloir créer du 3 dimensions. Donc ici, hop, il va falloir faire du coup une réalisation 3 dimensions, que ce soit informatique ou en maquette. Il va leur falloir du coup une maquette ou du 3 dimensions à échelle, à l'échelle, oui, important, en réduit, pour avoir du coup une idée générale de quoi va ressembler à la fin leur prototype ou leur création. Alors c'est bien parce que comme ça on a un aperçu général, on sait à quoi elle va ressembler. Donc le point positif surtout, c'est qu'en fait on va savoir exactement, comme je vous le dis, à quoi ça va ressembler et dans quelle direction il faut aller. Ça c'est plutôt pas mal. Le seul problème, c'est que là, pour faire un plan, pour faire une maquette, pour faire tout ça, c'est plusieurs centaines d'heures. On va partir sur du en moyenne 1000 heures. En plus de ça, si vous faites de l'informatique, il va falloir des logiciels spéciaux. Si vous faites des maquettes, il va vous falloir du coup beaucoup de temps pour faire des choses du coup sur mesure qui correspondent au 1/10, 1/20 de ce que vous allez créer. Le problème, c'est quand on fait une maquette, pour créer une échelle, c'est quasiment impossible. Admettons, je sais que je veux mettre tel moteur dedans. Pour juste représenter ce moteur à l'échelle de votre maquette en dimension ou à l'échelle de la 3D, ça va être extrêmement compliqué. Ça va être extrêmement compliqué. Voilà. Donc ça, c'est assez important de prendre ça en compte. Du coup, de créer du 3 dimensions pour avoir un aperçu, c'est pas trop mal. Le problème, c'est qu'en fait, pour mettre tout à l'échelle, ça va prendre énormément de temps. Énormément de temps. Voilà. Ça, ce sont plutôt, on va dire, les inconvénients. C'est la perte de temps. Enfin, ce n'est pas une perte de temps. C'est le temps qu'on va passer dessus. Ce qu'il faut savoir, c'est que grâce à cette maquette, on va pouvoir du coup déterminer certaines erreurs. Donc par exemple, on fait notre maquette, on se rend compte que ça nous plaît pas, par exemple, la géométrie, ça nous plaît pas, les emplacements des amortisseurs, la carrosserie nous plaît pas par rapport à son emplacement, la position moteur nous plaît pas. Ici, on peut faire des modifications directement sur soit votre maquette, soit votre programme informatique. Ce sont les gros avantages. Voilà. Alors moi, personnellement, je n'utilise pas du tout cette technique. Parce que j'ai des raisons très spécifiques. L'objectif de mon prototype, quand moi je le réalise, je me fie à des faits techniques. En gros, j'ai besoin que ça tourne parfaitement, que ça tienne la route, que ça accélère fortement, tout ce genre de détails, que je puisse tout régler, etc. etc. Du coup, je ne me fais pas un visuel, je n'ai pas besoin d'avoir un aperçu général à l'avance. Surtout que moi, je construis en fonction de chaque chose. Donc là, je vais appeler ça plutôt, on va dire, l'improvisation.
Voilà. Moi, ce que je fais, c'est de l'impro. Dans l'improvisation, il y a évidemment des avantages et des inconvénients. Les inconvénients de l'improvisation, évidemment, c'est que chaque jour, je construis une chose que la veille, je ne pouvais pas me douter. Chaque chose, mon châssis, je le découvre. En fait, si vous voulez, je fais toujours en fonction d'une pièce. Je commence, admettons, par un moteur. Une fois que j'ai mon moteur, il faut que je crée mon châssis. Ce châssis va être fabriqué en fonction de ce moteur et de sa boîte. Une fois que j'ai mon châssis en fonction de ce moteur et cette boîte, il va falloir que je crée mes distances d'essieu. Une fois que j'ai mes distances d'essieu, il va falloir que je crée mes triangles en fonction de mes distances d'essieu. Une fois que j'ai mes triangles, il faut que je crée mes triangles supérieurs pour pouvoir avoir un angle de carrossage réglable par rapport du coup à tout ce que j'ai déjà construit. En plus de ça, il faut que je crée des cinématiques qui correspondent du coup au mouvement des roues suivant l'écrasement ou la montée de la voiture. Tout ça, l'avantage de l'impro, c'est qu'en fait je vais pouvoir réaliser étape par étape le moteur, ensuite le châssis, ensuite les triangles, etc. 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 Chaque chose du coup est construite en fonction de la première, de la suivante, etc. 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 Le gros avantage de ça, c'est que je peux me permettre du coup de construire des choses à l'instant T. Je peux me fier à mon environnement, je peux créer par rapport à mon environnement. L'avantage, c'est qu'en fait, grâce à ça, je sais que mon moteur, il est à cet endroit, je sais ce que je peux construire autour et je sais que je pourrais déposer mon moteur. Là, ici, le gros problème, un des désavantages, on pense pas forcément à la dépose des pièces. Ça, c'est une chose assez compliquée. Évidemment, après, si on a un expert énormément fort, on peut faire énormément de choses, hein. Ça c'est sûr, il n'y a pas de problème. Mais de toute façon, même dans la conception d'une voiture de série, il y a toujours un plan 3D, il y a toujours une maquette. Par contre, souvent, très souvent, ils font des ajustements. Ils sont obligés de faire ça la plupart du temps. Voilà. Alors que là, avec l'impro, j'ai uniquement une idée précise techniquement. Je veux absolument avoir une bonne tenue de route, je veux absolument, etc. etc. C'est ce qui m'intéresse. J'ai un point de vue global. Donc en fait, le point de vue global, j'ai ma carrosserie, admettons-le. Ici, je choisis une carrosserie pour créer mon prototype. Dans ce cas-là, je vais créer dedans, en fait, je vais faire de l'impro, mais sur du 3 dimensions. Donc en fait, toute cette partie d'impro va partir sur du plan. Ici, on part de l'impro, donc on réalise directement notre châssis en fonction de notre carrosserie. Il nous faut évidemment des codes précises. Il nous faut... Hop, là on a nos roues. Là, ici, on a l'avant. Je veux un moteur centré arrière. Mon moteur sera ici. C'est ce qu'il y a de plus important. Une fois que j'ai mon moteur, parce que c'est ce que je choisis en priorité, je l'installe et je commence à construire autour mon châssis. Voilà. Je construis autour mon châssis. Très important. De toute façon, ces étapes-là sont identiques pour le plan. Ici, on a un impro. L'avantage de l'impro, c'est que plutôt que de passer par un plan, on construit directement. Évidemment, il faut connaître énormément de choses et il faut penser absolument à tous les détails. Il faut penser au niveau, il faut penser aux symétries, il faut penser du coup aux cinématiques, il faut penser aux efforts de la route, comment ça fonctionne. L'avantage du plan, c'est qu'ici, on va pouvoir faire des modifications avec de la 3 dimensions à l'échelle, on va pouvoir faire du coup des essais de mouvement, alors qu'ici, avec l'impro, je vais plutôt partir sur feuille pour faire mes cinématiques en 2 dimensions que je peux réaliser où je veux. Une fois que j'ai fait ça, je peux du coup continuer en faisant mes triangles. Donc les cotes importantes ici, ça va être l'empattement. L'empattement, c'est la distance entre l'axe des roues arrière et l'axe des roues avant. Ça, c'est très important. Il me faut une largeur châssis. Donc je vais déterminer une largeur châssis en fonction de mon moteur et de ma carrosserie. Parce que là, on part sur une voiture avec une carrosserie qui existe déjà. Si on avait fait un prototype, on aurait décidé de la
pardon, en fonction de faits techniques, en fonction de ce qu'il y a de plus approprié pour la performance. Moi, le but de mon prototype, c'est la performance. Le visuel n'a aucune importance. Tout ce que je veux, c'est tenir bien la route, que ça soit fiable, que je puisse faire tout ce que je veux, que je puisse accélérer fortement. Voilà. Donc là, on continue. Donc ici, j'ai besoin d'une largeur de châssis. J'ai besoin d'une longueur de châssis adaptée à la carrosserie. Très important. Ça, c'est très très important. Voilà. Ensuite, il faut que je répartisse les masses. Une chose que sur logiciel, sur 3D, il faut penser aussi. Je ne sais pas si si les logiciels ils font la prise de masse. Je pense que les très très gros, à mon avis, oui. Il va falloir faire une répartition des masses. Quand on a notre schéma et quand on a du réel, c'est pas du tout la même chose. L'avantage du réel, c'est que les masses sont bien là. Quand ici, je vais mettre en 3 dimensions mon moteur, que je vais mettre en 3 dimensions du tube d'acier, le poids va correspondre au même centimètre cube. En gros, si vous voulez, la densité sera identique qu'on ait un moteur, qu'on ait des pneus, qu'on ait etc., etc. Ici, sur du réel, la densité, évidemment, correspond à chaque matériau différent. Donc ça, c'est très important. Du coup, ici, on peut créer une répartition des masses. Évidemment, après, on se fie à une logique. Donc ici, on a notre moteur à l'arrière. Et on a les conducteurs et passagers en centré. Voilà. Le plus souvent, ce qui arrive, ce qui est assez logique, vous allez me dire, c'est qu'il y a souvent uniquement le conducteur qui conduit, qui est là. Et c'est pas souvent qu'on a un passager, c'est pas tout le temps. Du coup, cette voiture, je vais la faire en fonction de ça. Donc, je vais créer du coup mes efforts, ma répartition des masses en fonction du fait qu'il n'y ait qu'un seul pilote, qu'il n'y ait qu'une seule personne dans la voiture. Parce que la plupart du temps, ce sera le cas. Donc, la voiture, pour qu'elle soit le plus performante possible, il va falloir faire un équilibre des masses en comptant une seule personne dedans. Alors, pour équilibrer les masses, j'ai décidé de passer mon réservoir à l'avant, côté conducteur. Alors pourquoi ça? Et la batterie côté passager. Là vous allez me dire, mais le réservoir est beaucoup plus lourd. Alors, comme je vous dis, il faut penser à tout. Je vais vous expliquer, c'est très très simple. Mon réservoir, je vais vous le faire en 3 dimensions. Voilà. Mon réservoir est ici. Ma batterie, elle est là. Ici, on a le centre de la voiture qui passe par là. Attendez, hop, hop, hop. Voilà. Donc en fait, la voiture, le centre passe par là. Je vais vous le montrer en 2 dimensions, ça va être plus facile. Là, en vue de dessus. Donc vue de dessus, on a notre réservoir ici. On a notre batterie qui est beaucoup plus petite et qui est beaucoup plus légère. Par contre, le centre de la voiture passe par là. Donc évidemment, ici, j'ai une masse de 10 kg. À vide, mon réservoir, il doit faire, il est vraiment très très léger, il est en aluminium, il doit faire dans les 2-3 kg. 2-3 kg, on va partir sur ça, on va partir sur 3 kg. Pas plus que ça. Par contre, évidemment, quand il est plein, j'ai un réservoir de 60 litres. Quand il est plein, ici, et ben du coup, j'ai pas 60 kg, mais je dois avoir, on va dire, allez, 58 kg, on va dire. Voilà. Et là, vous allez me dire, bah, pourtant, ici, on a plus de poids qu'ici. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, les 10 kg sont très très éloignés, alors que les 58 kg sont pas à ce point-là, ils sont sur toute cette surface. Donc il y a une partie des 58 kg qui est déjà du côté passager. Donc on a en plus de cette masse, plus la batterie, qui est en plus éloignée. Donc là, on a quasiment un rééquilibre. L'avantage, c'est qu'ici, plus on est faible du coup en carburant, et plus le poids va être de ce côté. C'est pour ça qu'en fait, je choisis de mettre ma batterie du côté passager plutôt que de la mettre du côté conducteur. Tout ce genre de détails, il faut y penser, c'est assez important. J'essaye de penser un peu à tout. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est pour avoir des grosses performances et pour pouvoir
adapter le châssis en fonction de la route. Parce que quand il pleut, évidemment, quand il pleut, suivant si la route est sèche, suivant si vous êtes sur de la neige, admettons, suivant si vous êtes sur de la terre, le châssis, les géométries, les forces de ressort vont être complètement différentes. Évidemment, bon, je ne vais pas non plus faire de la compétition. Ce que j'essaye de vous dire, c'est qu'en fait, hop là, ici, j'ai mes 4 roues. Voilà. Il faut que je fasse le réglage le plus optimal possible. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il faut que je puisse varier mon parallélisme avant. Évidemment, ça c'est un secret pour personne. Il faut un parallélisme arrière. Ça c'est moins courant. Toutes les voitures sont pas réglables. La plupart des voitures, du coup, elles sont fixes. Ici, on peut adapter notre train arrière en fonction des routes qu'on utilise. Suivant où on est, on va pouvoir du coup modifier, on va pouvoir plutôt faire du pincement ou plutôt de l'ouverture. C'est quelque chose d'assez important. Ensuite, important, l'angle de carrossage. L'angle de carrossage, en fait, si vous voulez, vous avez votre roue vue de côté comme ça. Voilà. L'angle de carrossage, c'est cet angle-là. Voilà. Un carrossage négatif, les roues partent vers l'extérieur, et un carrossage positif, les roues partent vers l'intérieur. Toutes les roues indépendantes sont réglables en carrossage. Très très important. Toutes, arrière et avant. Une fois de plus, sur l'avant, avec ici on a notre amortisseur, hop là. Il faut que notre angle de chasse soit aussi réglable. Ça j'en ai déjà parlé. L'angle de chasse, hop, c'est ce qui nous permet d'avoir un retour au volant et surtout d'avoir un volant qui vibre pas. Alors en fait si vous voulez, hop, voilà, ici on a notre rotule inférieure, ici on a notre rotule supérieure. Évidemment là je l'ai énormément accentué. Voilà, ici on a notre roue. Et bien en fait si vous voulez, entre la rotule supérieure et la rotule inférieure, perpendiculairement par rapport au châssis, ici on a un angle. C'est l'angle de chasse. Cet angle de chasse, il va varier en fonction des routes que vous allez utiliser. Si vous êtes des routes rapides, donc en fait endroit sinueux, il va falloir plutôt le réduire. Si vous êtes plutôt sur de la piste longue avec des accélérations énormes, il va falloir l'augmenter. Ça c'est très important. Un prototype qui joue sur la performance doit absolument pouvoir jouer sur tous ces réglages. Ça c'est une importance. Très très important. Autre chose. Amortisseur. Oh, je l'ai fait à l'envers, pardon. Hop. Les amortisseurs ont une extrême importance. Voilà. Donc nous ce qu'on a fait, on a acheté des amortisseurs qui sont réglables en hauteur. Ils sont réglables en dureté de ressort. En fait, la dureté de ressort, comment ça marche? Sur les amortisseurs qu'on a, chaque millimètre de compression en plus du ressort est égal à 10 kg. En gros, si vous voulez, dès que votre amortisseur, votre ressort s'écrase de 1 mm, voilà, et ben en fait, c'est comme si ici on supportait 10 kg de plus. Voilà. Donc admettons, on veut 100 kg par amortisseur. Il suffit ici de, hop là, de régler nos ressorts en les faisant monter d'1 cm. On les fait monter d'1 cm. Ici, voilà. Pour nous faire gagner, du coup, 100 kg. Chaque amortisseur indépendant sont réglables. En plus de ça, ici, on peut régler l'arrivée d'huile. En fait, si vous voulez, quand on compresse un amortisseur, on a un petit trou, admettons comme ça, un petit trou comme ça. Et en fait, plus ce trou il est petit, plus les amortisseurs vont mettre du temps, voilà, à s'écraser. Donc plus vous voulez quelque chose de dur, plus il va falloir régler cette molette en réduisant du coup
ce débit. Plus le débit il est gros, évidemment, plus ça va s'écraser facilement. Alors nous, on n'a pas non plus des hyper compétitions. Les hyper compétitions, on peut régler aussi bien la dureté de rentrée que la dureté de sortie. On a une dureté de rentrée et on a une dureté de sortie. C'est pour ça que quand vous voyez les grosses voitures de rallycross, quand elles sautent, elles s'écrasent et elles remontent tout doucement. C'est pour éviter les phénomènes de rebondissement. Alors, je compte pas faire des jumps avec ma voiture, mais bon là, ça par contre, si on veut commencer à avoir des amortisseurs comme ça, il va falloir commencer à débourser dans les 3000, 4000, 5000. Il va falloir commencer, voilà, à aller fortement. Donc voilà. Donc, on revient au plan. Donc le plan, malheureusement, tout ce qui est technique, tout ce qui est machin, on va pas pouvoir vraiment voir. Ici, on va avoir un plan, du coup, on va avoir une maquette. Le temps de faire cette maquette, c'est le temps de réaliser en impro votre prototype ou votre réalisation, ça dépend ce que vous voulez faire. Évidemment, suivant les échelles des choses, une voiture complète de A à Z, c'est énormément de travail. On dirait pas trop comme ça, mais c'est énormément de travail. Il faut avoir énormément de connaissances. Entre tous les réglages que je vous ai parlé là, tous les phénomènes de torsion, parce qu'un châssis, ça se tord dans un virage. Quand on prend un virage, hop là, le châssis, en fait, on le dirait pas, on le voit pas à l'œil nu, mais évidemment, hop, il tord. Avec un châssis tubulaire comme on est en train de faire, ici, on évite les torsions, ce qui fait que les roues vont rester bien à plat, et le châssis, plutôt que de vriller dans un virage, il va plutôt rester droit, et il va partir comme ça. Il va tenir bien mieux la route. Faut penser à tout ça. C'est assez important, tout ça. Donc ensuite, l'impro. À la fin, il va falloir passer sur tout ce qui est système électrique, tout ce qui est radiateur d'eau, parce que oui, le radiateur d'eau, je le passe à l'avant vu que mon moteur il est à l'arrière. Mon moteur il est à l'arrière, tout le poids est vers l'arrière, je fais en sorte d'équilibrer entre le réservoir, la batterie et du coup le radiateur d'eau. Tout ça, ce sera à l'avant. Le radiateur d'eau le plus en avant possible, du coup, pour équilibrer au maximum. Il va falloir que je prenne des mesures de masse par chaque roue pour regarder un peu du coup l'équilibrage des masses. L'idéal, si je peux, ici on a notre voiture, hop, ici on a, admettons le conducteur, ici on a notre moteur. Le top du top, ce serait ici d'avoir entre 52 et 55% du poids. Cette répartition-là est extrêmement bonne. Pourquoi ça? Ici, on va venir écraser beaucoup plus l'arrière. Dans un virage, on va beaucoup mieux adhérer. Il ne faut pas trop délaisser l'avant. Si on délaisse trop l'avant, les pneus vont plus vouloir tourner. Donc il faut quand même respecter un certain pourcentage. L'optimal, il me semble que c'est entre 52 et 55. Ici, on va garder entre 48 et 45 à l'avant. Donc ça suffira largement pour que les roues viennent rester adhérées au sol. Alors ce qui arrive, c'est souvent, on voit sur les voitures de course très très balèzes, à l'avant, des espèces de règles pour venir plaquer l'avant. Il y a des voitures aussi, en fonction du freinage, on va plutôt favoriser ici de sortir l'aileron ou plutôt de sortir des ailerons à l'avant. Et il y a plein de techniques pour du coup favoriser ce transfert de masse. On peut avoir une voiture ici où par exemple plutôt que d'avoir 50, de toute façon les tractions en général on tape dans les 40, 35-40. Ici plutôt que d'avoir 50, admettons on a 48. Pour compenser ce poids là, plutôt que, ici on a 52, pardon, hop, 52. Pour compenser l'amasse manquante ici, on rajoute un aileron. Voilà. Évidemment, l'aileron est dimensionné en fonction de la masse qu'on a besoin d'effectuer. Alors cet aileron, il peut être variable, le top du top, parce que suivant votre vitesse, le vent va agir différemment dessus. Évidemment, plus vous roulez vite, plus ça va agir dessus. Donc là, il y aura besoin de le sortir un peu moins si vous voulez écraser bien ici. Mais de toute façon, plus on vient envoyer ici, et en fait, plus on vient écraser, plus on adhère. Alors attention, il ne faut pas non plus que ça adhère trop, parce que comme je vous l'ai dit, ici l'avant commence à légèrement se soulever, on va perdre la direction avant, on va faire du sous-virage. Le sous-virage, en fait, hop là, c'est très simple. Vous avez un virage, vous avez votre voiture, là c'est un virage normal, là le survirage, c'est l'avant
qui va venir du coup vers l'avant ici. L'avant il va venir par là. Et là il va falloir contre-braquer. On va partir en drift. Et le sous-virage, on va partir tout droit limite. On va partir un peu plus loin. Et le sous-virage, c'est ce qu'il faut éviter le plus possible. Vaut mieux être en sur-virage et de savoir bien contre-braquer sa voiture. Malheureusement, le sous-virage, on ne sera pas bien. On ne sera pas bien parce qu'on ne peut pas vraiment contrôler, c'est assez compliqué. Le survirage, on pourra toujours le contrôler suivant la voiture, évidemment, parce qu'il y a des voitures qui sont incontrôlables. Si ça adhère vraiment, vraiment trop à l'arrière, au moment où ça décroche, c'est extrêmement compliqué de reprendre le dessus. Par exemple, les Formule 1, une fois qu'une Formule 1 décroche, ils ont énormément de mal à reprendre le dessus. Parce que c'est une voiture qui adhère très fortement, et dès que ça part, et ben en fait, il faut mettre des coups de volant hyper secs. C'est très important. Sur Dirt Rally que j'ai en simulation siège, je me rends compte un peu de certains phénomènes. Suivant notre voiture, si elle adhère vraiment trop et que du coup, par contre, on décroche, c'est très compliqué de reprendre. Si on a une voiture qui adhère pas, qu'on décroche, en fait, c'est beaucoup plus facile. Après ça, voilà, chacun voit comme il veut. Moi, perso, je trouve que c'est beaucoup plus simple. Voilà, donc évidemment quand on crée un prototype de l'envergure qu'on fait nous, il faut penser à des millions de détails. Là je vous parle que d'une infime partie de tout ce qu'il y a à construire. Les formes d'arceaux, les jonctions, les choix. Toute ma coque est faite en épaisseur 2 mm. Une voiture d'origine c'est du 1 mm. Une voiture d'origine c'est de la feuille de tôle formée dans une presse et on vient souder tous les 2-3 cm, voire 5 cm, un point de soudure comme ça. Alors que nous on est quoi? Nous on est sur du tube et en plus tout le tube est soudé tout le long. Voilà, donc on est bien plus rigide, notre épaisseur est bien meilleure. On est en 2 mm d'acier alors qu'ici on est sur du 1 mm. La plupart du temps sur les carrosseries, on doit être dans les 0,8 en coque extérieure, donc en skin, en peau. Intérieurement, on doit être dans les 1 mm. Le plancher, il doit être dans les 1,5 mm. Et les renforts structuraux doivent être dans les 2 mm. Après, il y a des endroits spécifiques où on vient accrocher directement comment on appelle ça, le berceau avant et le berceau arrière. Là, on peut arriver jusqu'à 3-4 mm d'épaisseur. L'avantage d'un châssis comme nous, on a ici, c'est qu'en fait, notre berceau avant et notre berceau arrière n'existent pas. L'avantage de ça, c'est qu'on va être encore plus rigide. Évidemment, puisque les berceaux avant et berceaux arrière, je ne sais pas si vous en avez déjà déposé, mais ils sont montés sur cylindre bloc. Pour l'entretien, c'est bien plus facile. Alors que nous, notre châssis, il est fait en un seul bloc. Voilà. Donc on n'a pas de berceau avant ni de berceau arrière. Les triangles sont directement pris sur le châssis et c'est directement renforcé sur toute la coque, toute la structure. On va être vraiment très performant. On va vraiment être très rigide. En plus de ça, on est passé sur cylindre bloc polyuréthane pour éviter trop les phénomènes de balancement. Parce qu'en fait, une voiture de tous les jours, il y a des balancements à cause des pneus, il y a des balancements à cause des cylindres blocs polyuréthane, il y a des balancements à cause des amortisseurs trop mous. Sur une voiture compétition, on va chercher la performance, on va chercher la tenue de route. Pour la tenue de route sur sol asphalte, très lisse, il va falloir être le plus rigide possible. Évidemment, on a une limite à cette rigidité, et là, il faut faire des essais pour voir où est-ce que quand on décroche. Évidemment, si on est trop rigide, si tout est dur, on n'a pas d'amortisseur et tout, la moindre petite bosse va nous faire sautiller et après on va rebondir. Ça, c'est des trucs assez mauvais pour la tenue de route. Donc en fait, chaque environnement a son propre réglage. C'est pour ça qu'en fait, le prototype qu'on a nous est réglage quasiment à l'infini. En plus de ça, on a choisi une conception moteur centré arrière, comme je vous le dis une fois de plus, pour un équilibrage des masses bien optimal par rapport aux tractions et aux propulsions. En plus de ça, centre de gravité extrêmement bas, voiture extrêmement basse, la voie est assez large et l'empattement est assez long. L'empattement, plus il est long, plus ça va être facile de rattraper en contre-braquage. Évidemment, il faut aussi que votre direction suive. Si vous avez un angle de direction très faible, le contre-braquage, ça va être très compliqué. Après, on peut jouer avec le frein et l'accélération pour contre-braquer. On n'est pas forcément obligé de trop jouer sur le volant. Il y a des techniques, après, il faut être assez expert. Mais voilà en gros comment je conçois mon prototype. Pour moi ici, trop de temps. Et en plus de ça, à la fin, il va falloir quand même improviser. Donc, moi je pense que pour moi, personnellement, pour ma façon de faire, c'est
pas judicieux. C'est pas judicieux, surtout que les plans pour correspondre parfaitement avec la réalité, mais c'est quasiment impossible. Sauf si on a des grosses machines-outils, sauf si on est vraiment hyper bon, sauf si on a des plans vraiment parfaits ou qu'on respecte au millimètre. Mais au final, c'est plus vraiment une construction, c'est vraiment du coup suivre des plans. Et ça, moi, j'aime pas trop. Moi, j'aime bien pouvoir improviser et surtout, j'aime bien à chaque instant pouvoir choisir de ce que je veux modifier. Parce que si je commence à faire un plan, ici, je vais faire que improviser. Donc tout ça, je l'aurais jeté par la fenêtre. Voilà. Voilà à peu près du coup comment je réalise mon projet. Mon projet, chaque jour, c'est une nouvelle surprise de travail. C'est pour ça que d'ailleurs, il va extrêmement vite. Mon projet, on ne se rend pas bien compte, mais je travaille que 2 jours par semaine. Parce que le reste du temps, évidemment, je travaille ailleurs. Donc je travaille sur mon châssis 2 jours par semaine. Donc en moyenne, je fais du 8h, 9h, 18h. Avec une demi-heure de pause. Tout ce temps-là, je suis dessus et ça peut m'arriver aussi pendant 1 heure ou 2 de regarder mon châssis et de visualiser un peu ce que je peux faire futurement. Et au fur et à mesure, il avance. Il faut évidemment que je pense à chaque détail comme je vous l'ai dit. C'est pour ça que je prends un peu mon temps du coup pour regarder. Par contre, la construction est assez rapide parce que les idées, elles fusent assez vite. C'est pour ça que ça avance plutôt pas mal. Donc voilà comment j'ai conçu, enfin comment je conçois mon prototype. Chaque jour, c'est une découverte autant pour vous que pour moi.